C'est la Canon C80. On arrête, c'est bon, c'est fait, c'est plié. C'est la meilleure caméra, point barre. Évidemment. Et pourquoi j'ai dit ça? C'était nul à chier. Déjà, j'étais impressionné par la taille. Et puis, je t'ai dit... On me dit souvent ça. Et là, j'entends le bruit du rec qui commence. Et là, j'ai fait... Merde. Tu vas quand même m'expliquer ta logique, pourquoi ça se trouve là. S'il te plaît, tu vois, ça me permettra de mieux dormir le soir. Et j'ai fait, putain, c'est la plus belle tartine que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Les marques, vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui là fait quelque chose de bien? Vous avez pas envie de faire un peu similaire, tu vois? C'est bon, t'es pas décédé? Tu vas décéder ou pas? Et merci à Miss Numérique de rendre cet épisode possible. Que ce soit pour de l'équipement photo comme vidéo, et que ce soit en magasin ou depuis leur site internet, tu peux être certain de trouver ce dont tu as besoin rapidement, facilement et au meilleur prix. Tu as même un choix sur de l'équipement d'occasion. Il y a aussi leur service annexe avec la location d'équipements photo, vidéo et lumière depuis leur magasin de Nancy. L'expédition se fait le jour même si tu commandes avant 17 h, et puis c'est surtout un service après-vente de qualité ainsi qu'un programme de fidélité exclusif qui te récompense pour chaque commande passée. Et si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à utiliser l'un de nos codes créateurs qui s'affiche à l'écran. Un tout grand merci à Miss Numérique de soutenir notre podcast. Aujourd'hui, on va vous donner un énorme secret. En fait, on va vous faire une révélation. C'est la Canon C80. On arrête, c'est bon, c'est fait, c'est plié. On peut arrêter l'épisode. Non, c'est pas ça, on peut arrêter l'épisode, voilà. Oui, c'est la meilleure caméra, point barre. Évidemment. Voilà. Bon, je te laisse continuer. Je disais donc, aujourd'hui, on va révéler un secret. On va vous parler de la meilleure caméra que vous pouvez acheter. Et accrochez-vous à vos bretelles parce que ça va décoiffer. Pourquoi j'ai dit ça? C'était nul à chier. Mais ça va peut-être en décoiffer certains. Ça va peut-être en décoiffer certains. Ouais. Ceux qui ont des cheveux, en tout cas. Ouais. Non, vas-y, je t'en Mais le but vraiment de cet épisode, c'est de se dire comment on décerne en fait la meilleure caméra. Qui en fait va se baser sur des critères. C'est ça, parce que spoiler alert, il n'y a pas de meilleure caméra. Ça n'existe pas. Les gens qui vous disent la meilleure caméra, c'est celle-là, dans cette gamme de prix, dans machin, dans ceci, cela. Enfin, pour le coup, nous, on n'est pas très partisans des guides d'achat, tout simplement parce que il y a tellement de possibilités et tellement de cas particuliers que vous dire que dans ce budget-là, la meilleure option, c'est ça ou ça serait mentir à une partie des gens ou donner un mauvais conseil à une partie des gens. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est là où on essaye d'éduquer un petit peu les gens, c'est vous donner des critères pour que absolument tout le monde puisse définir soi-même quelle est la meilleure caméra pour lui. Et ça, on va le faire dans ce podcast, tous les deux, avec toi, David. C'est ça. Et donc, au moment où on enregistre cette vidéo, qui est aussi, on est en 2025, le tout est de se poser des questions sur base de critères qui sont, on va dire, soit nécessaires, voire même indispensables pour justement choisir sa bonne caméra. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, moi, par exemple, j'utilise de façon constante le Lumix S5 2X. D'ailleurs, tous les podcasts ici sont filmés avec de l'équipement Lumix. Hein. On a du S9, du S5 2X, du S5 2X. Ouais. Donc, moi, j'utilise du S5 2X et de la Canon C80 au quotidien. Toi, tu utilises du S5 2X ainsi que Nikon Z8, du Z8, du Z9, Z6 III, voilà. ZF. J'utilise du Leica aussi. J'utilise beaucoup de choses en fait, principalement sur du Nikon. Plus de Red Komodo, effectivement. Que tu as revendu. Je l'ai revendu. Et encore une fois, tu vois, c'est vraiment un choix qui correspond à mes attentes. Parce que j'ai un workflow qui se prête, notamment avec le Nro, etc. J'en avais fait une vidéo, mais c'est un choix qui du coup est assez personnel. Et un choix que j'ai fait par rapport à certains critères. On va peut-être commencer ne fût-ce que par la question de résolution. Est-ce que tu penses qu'en 2025, avoir une caméra qui ne propose que... Alors on va parler de fréquence d'enregistrement de base. On va partir sur du ne fût-ce que 25 images secondes. Ouais. Est-ce que pour toi, en tout cas, une caméra qui ne propose que de la 4K, est-ce que pour toi, en tout cas, c'est un élément éliminatoire? Tu veux dire que c'est par rapport à celle qui propose de la 6 et de la 8K? Alors clairement pas. Pour moi, c'est pas éliminatoire. La 4K aujourd'hui, c'est encore tout à fait utilisable. C'est même largement utilisable. Surtout quand tu vois que par exemple, tu as quand même beaucoup maintenant de créations en verticale qui vont être publiées, enfin qu'on va monter en HD, qu'on va filmer en 4K, mais qu'on va monter en HD. Et avec un peu de chance même de façon native en verticale. Voilà. Donc si tu veux, le fait qu'il y ait de la 4K, c'est
que de la 4K, on va dire, c'est absolument pas rédhibitoire. La 6K, la 8K, c'est absolument pas quelque chose aujourd'hui que je dirais qui est indispensable. Peut-être d'ici, je dirais 2 ans, peut-être que la 6K deviendra une norme, et encore parce que alors tu me diras, je disais ça pour la HD aussi, je me suis un peu planté, mais là on arrive quand même à toucher des trucs un peu plus vraiment des résolutions qui sont très hautes, à savoir que au final la question qui va se poser, c'est sur quel écran on va regarder. Au-delà du fait de pouvoir cropper dans de la 6K, dans de la 8K et de pouvoir recadrer en post-production, c'est sur quoi on va le regarder. Et quand on a nos petits téléphones, déjà au-delà de la HD sur un téléphone, même un gros smartphone, hein, au-delà de la HD, on va pas forcément voir la différence. La plupart des plateformes de toute façon ne proposent pas de 4K, à part YouTube par exemple. Et quand tu regardes sur ton téléphone en HD et en 4K, tu vois une petite différence. Mais c'est pas incroyable. Sur la télé, par contre, ça n'a rien à voir. Mais la taille des écrans va pas non plus exploser dans les années à venir. Donc, on peut se dire que si on a un projet à rendre dans une haute résolution, personne dans les 2 prochaines années n'exigera de nous qu'on le sorte en 6 ou en 8K. Non. Par contre, je ne te cache pas que moi, ici, le fait d'avoir, que ce soit avec la C80 qui propose de la 6K ou le S5 avec l'utilisation d'un élément qui aussi fera partie des choses à parler, c'est-à-dire le mode OpenGate, où on propose aussi quasiment de la 6K. Je ne te cache pas, par contre, que quand tu commences à découvrir cette petite marge que tu peux avoir en post-production, justement, de par justement ce surplus de résolution, c'est très plaisant. C'est très plaisant. C'est-à-dire que, en fait, ça, par contre, je ne m'en suis rendu compte que dès l'instant où j'ai commencé à l'utiliser, vraiment avec un boîtier comme le Lumix S5 par exemple, quand tu commences à découvrir ça, ça commence par contre à semer une petite graine dans ton cerveau. Et moi, par contre, ça ferait presque partie d'un petit plus, tu vois, de dire non, c'est pas nécessaire, mais c'est vrai que si le boîtier que tu vas choisir le propose, ouais. Sur le côté un petit plus, on est d'accord, tu vois. Surtout, moi je vois par exemple sur le Z6 III qui permet de faire de la 6K 60 FPS c'est ouf, ça. en RAW interne, sans crop. Sans crop, hein, je crois. Oui, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de crop. C'est vrai que là, pour le coup, autant le faire. Alors, à savoir aussi qu'il faudra anticiper si on a une caméra qui fait plus que de la 4K. Déjà, la 4K, c'est lourd. Oui. Mais si c'est en 6K ou en 8K, les fichiers deviennent très gros. Bon, mais ça en soi, c'est pas forcément problématique parce que de toute façon, on sait que les codecs évoluent et plus le temps avance, plus ils sont gros et plus il faut de stockage. Et donc pour moi, ça c'est pas forcément rédhibitoire le fait qu'il y ait que de la 4K. Mais avant de continuer sur les specs, moi il y avait un truc, je pense aussi sur lequel il faut se pencher avant, c'est qu'on est sur des boîtiers hybrides la plupart du temps. Se poser la question aussi de l'usage qu'on en aura en termes de photos. Est-ce que on veut un boîtier qui fasse que de la vidéo, un boîtier qui fasse photo, vidéo, un boîtier qui fasse un peu de vidéo et beaucoup de photos? Tu vois, ça va rentrer en ligne de compte. Et là, pour le coup, il faudra aller regarder du coup les specs qui en découlent. Mais déjà, c'est une question à se poser. Est-ce que je veux un boîtier qui est spécialisé dans la vidéo ou comme une FX3 par exemple? Voilà, comme une FX3 qui va être clairement un truc qui peut faire de la photo, mais qui est pas pensé pour, en fait. Que ce soit de par les specs, même si c'est tout à fait utilisable, surtout d'un point de vue ergonomie, où tu n'as même pas de viseur, ce genre de choses-là, donc où c'est compliqué, mais qui, à l'inverse, par contre, pour des utilisations vidéo, est génial, hein. Mais c'est vrai que c'est aussi une question vraiment à se poser. Est-ce que je vais avoir besoin de faire un peu de photos? Et est-ce que dans ce besoin de photos, j'ai, par exemple, une nécessité d'une réelle efficacité? Tu vois, ou peut-être d'une réelle efficacité, je pense aux boîtiers Fujifilm, qui vont sortir du JPEG en sortie de boîtier, qui est incroyable. Donc, en effet, de se poser ce genre de questions-là. Ok, d'accord. Est-ce que je recherche vraiment un boîtier j'ai envie d'un boîtier hybride. J'ai pas envie d'une caméra type FX80, Canon C70 et 80, tout ce qu'on veut. Je veux un boîtier hybride. Mais est-ce que je sais d'avance que ça va être vraiment que pour de la vidéo, ou est-ce que je veux avoir cette mixité photo-vidéo? C'est important parce que du coup, tous les boîtiers sont pas forcément dans cette même optique. C'est ça. Sans jeu de mots. Il y en a qui sont vraiment orientés plus pour tu vois, par exemple, alors. C'est vrai et pas vrai, mais le ZF par exemple, que j'aime beaucoup parce qu'il a ce petit look rétro que je sais que toi tu kiffes pas plus que ça, moi j'adore, et c'est vrai que tu sens qu'il est pensé photo, même s'il a des capacités vidéo surprenantes, puisque tu peux avoir quand même de la 4K en 10 bits sur ce petit machin, enfin c'est quand même assez comme mon iPhone. Et du log, voilà, comme ton comme ton iPhone, mais c'est vrai que c'est un boîtier qui va être en termes d'ergonomie
plus pensé pour un photographe et des petites vidéos à côté. Là où tu as des choses qui vont être plus complètes, toujours pour rester chez Nikon, tu vas avoir un Z8 ou un Z9 qui peut tout faire, photo, vidéo, et de l'autre côté, tu vas avoir côté Lumix, pareil, Lumix, ils font de très belles photos, les optiques sont de très bonne qualité, mais tu sens que le boîtier, il est optimisé vidéaste, quoi. Ça serait, affirmer le contraire, j'ai du mal à l'imaginer. Je peux le comprendre si on me le dit, je peux tout à fait le comprendre, mais j'ai du mal à l'imaginer de me dire que une personne vienne en face de moi me dire moi je prends un boîtier Lumix parce qu'ils ont une ergonomie photo incroyable. Ouais. J'aurais du mal en effet à le. Elle est pas mauvaise, hein. Non, elle est pas mauvaise, mais c'est pas pour. Enfin, contrairement à ce que j'ai pris ton Z8 en main. Déjà j'étais impressionné par la taille. Et puis je t'ai dit. On me dit souvent ça. On me dit souvent. Je t'ai dit que j'aimais pas les molettes du dessus parce que ça faisait trop photo selon moi. Tu vois. Donc en effet il y a ces petites affinités. Tu vois, ça nous amène justement à un autre point qui est l'ergonomie. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que, alors j'espère que vous prenez des notes parce qu'en fait, tous les points qu'on voit, c'est des bullet points. En fait, c'est des bullet points qu'il faut que vous vous posiez. Qu'est-ce que je veux? Et en fait, il vous suffira, en fait, au fur et à mesure d'aller voir les specs des différents boîtiers et voir si ça coche. Et vous, à la limite, vous cochez les cases et après, à la fin, vous savez quel boîtier vous devez prendre. Ouais. Donc, le point suivant, c'est, et là, il est vraiment propre à chacun, c'est l'ergonomie, justement. Alors, c'est l'ergonomie physique du boîtier. Tu vois, par exemple, moi, je sais que, je me rappelle mon A7 III. Quand le grip, mon petit doigt passait dessous. Et j'avais mal en vrai. Je faisais par avoir mal en fin de journée sur des grosses prestas. C'était très désagréable. Là où sur d'autres boîtiers où t'as un gros grip où ça tient bien, tu vois, où à la fin de la journée j'ai pas mal au doigt, quoi. C'est rien. Mais en fait c'est des petits détails qui au bout d'un moment vont agacer. D'un autre côté, tu vois, sur le Lumix, ce que j'aimais bien, c'est le gros bouton rouge rec, tu vois. Qui là tu peux pas le louper en fait, clac, t'appuies, déjà visuellement tu peux pas le louper et puis tu le sens sous tes doigts, et puis au-delà de l'ergonomie physique, tu as aussi l'ergonomie d'utilisation. Et c'est vrai que alors j'utilise du Lumix, donc forcément je vais parler de Lumix, mais ça a été dans les premiers boîtiers à proposer le cadre rouge au niveau de l'enregistrement. Et ça, Dieu sait que c'est génial parce que les moments où tu sais tu appuies sur le bouton et tu vois qu'en fait tu l'as pas arrêté, tu l'as lancé l'enregistrement et tu te dis oh non. Parenthèse anecdote, sur un mariage un jour, alors heureusement c'était le mariage qui a servi de support pour ma formation sur le film de mariage que vous trouvez en description. Donc que tu faisais gratuitement, je suppose. Que je faisais gratuitement puisque c'était un support de formation, donc il n'y avait pas d'enjeu. J'étais avec le Sony A7 III, pas de cadre rouge. Pas de cadre rouge, arrive le gâteau. La pièce montée, tu vois, avec les petits feux de Bengale, là, machin, tout ça, ça arrive. Et je dis, ça va être trop bien ce plan. Et là, j'appuie et j'entends le bruit parce que t'as un bruit distinctif quand tu commences et quand tu finis le rec. Ah ouais. Et là, j'entends le bruit du rec qui commence. Ah. Et là, j'ai fait merde. Alors, heureusement, il n'y avait pas de gros enjeux. Et il n'y avait pas le gâteau. J'ai la wedding planner qui arrive juste après. Alors, t'as vu, c'était trop bien. Je fais, ouais, super. Mais ça manquait d'éclairage, j'ai pas filmé. Non, après, il m'a dit non, mais en fait, le plan était pas ouf. Bref, tu vois, bref. Petite parenthèse, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Et puis, t'as aussi tout simplement, et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, l'ergonomie des menus. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont trouver les menus Sony, par exemple, très clairs. D'autres qui vont les trouver horribles. Et c'est valable pour toutes les marques, que ce soit Canon, Lumix, Nikon, Fuji. Toutes les marques, en fait. Ça, c'est vraiment un truc qui est propre à chacun. Et la meilleure chose à faire pour se rendre compte de ça, c'est d'aller en magasin et d'essayer de se balader un peu dans les menus et d'essayer ou de voir si vous avez des potes qui ont des boîtiers, etc., ou de louer. Parce que ça, c'est en fait au final l'étape finale avant l'achat, on va dire, c'est d'essayer. Mais l'ergonomie des menus, moi j'en peux plus d'entendre des gens dire ouais, l'ergonomie de telle marque c'est à chier, parce qu'en fait pour le coup l'ergonomie elle est, alors dans n'importe quel domaine, elle est propre à chacun. T'as des choses qui sont justement faites sur mesure pour coller au physique de quelqu'un, des vêtements, des machins qui vont pas aller à d'autres. C'est le même principe pour les menus. Je trouve que en fait t'as des logiques qui te paraissent à toi, des logiques de menus qui peuvent te paraître logiques ou complètement illogiques, et ça dépend vraiment des personnes. Ouais, je te cache pas qu'il y a quand même quelques fois si, mais en fait ça ouais, il y a quand même des trucs, je pense par exemple à Fujifilm où mon rêve ça serait de me trouver en face d'un ingénieur et de dire tu vas quand même m'expliquer ta logique, pourquoi ça se trouve là.
s'il te plaît. Tu vois, ça me permettra de mieux dormir le soir. Explique-moi juste pourquoi tu l'as mis là. Ouais, c'est vrai qu'en effet, hein, chacun de ceux qui vont trouver des menus d'autres marques incroyables, etc. On aura tous nos petites préférences. Mais c'est vrai que ouais, il y a quand même des fois où j'ai un peu du mal avec la logique de certains sur où placer des outils. Après, je me dis toujours qui je suis moi pour une personne pour remettre peut-être en cause un marché mondial, tu vois. Oui, complètement. Donc c'est toujours ça un peu. Mais parce que ça rejoint ce que je dis. On a notre logique à nous et nos habitudes aussi de travail qui font que des fois il y a pas forcément ça. Il y a un autre point du coup qui m'amène à ça parce que c'est un point que je soulève à Nikon depuis des années. Et qui est du coup à prendre en compte, c'est notre capacité aussi enfin notre besoin de backup. Oui. La partie double slot sur un boîtier, parce que tous les boîtiers n'ont pas deux logements de carte SD. Certains boîtiers en ont deux, mais ne proposent pas le Nikon, le double enregistrement en vidéo. T'as CF et SD. Mais même avec double CF, ça marche pas. Okay. Et ça fonctionne en photo, mais ça fonctionne pas en vidéo. Et ça fait des années que je leur remonte. C'est software en plus, quoi. Et c'est software, et ça fait des années que je leur remonte, et ça fait des années que même moi, mes interlocuteurs en France ne comprennent pas pourquoi les ingénieurs ne mettent pas ça en place. Bref, on a quand même des cartes CF Express qui sont extrêmement fiables. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de soucis. Mais moi, je suis de nature un peu inquiète, et c'est vrai que alors un peu moins avec le temps, mais et puis surtout, j'ai moins de pression en termes de prestations aussi sur ce type de choses-là. Et c'est vrai que par contre, pour quelqu'un qui va faire, par exemple, du full mariage, pour moi, je ne vois pas comment il peut faire sans double carte SD. Alors tu vas avoir la notion de backup via double carte SD, et moi je vais rajouter un élément qui de nouveau se base par contre sur mon expérience. Moi par contre, dans les éléments qui sont déterminants, toutes les caméras que j'utilise, boîtier bride ou véritable caméra, sont toutes équipées d'une interface cloud, plus particulièrement Fremayo. Que ce soit le Lumix S5 que ce soit le Fujifilm X-H2S, que ce soit la Canon C80, elles sont toutes capables d'être connectées en fait à mon compte Fremayo, et donc d'envoyer en fait des fichiers proxy, voire même des fichiers master avec je crois que c'est le X-H2S, sur le cloud avec du Fremayo. Et ça par contre, pour moi, c'est devenu moi par contre un élément nécessaire, donc c'est vraiment ma checkbox. Et par contre, ça fait presque partie des recommandations que je vais éventuellement partager. Alors c'est vraiment à l'heure actuelle quelque chose qui est entre guillemets de niche, mais je mets ma main au feu que pour moi, c'est quelque chose qui, dans les 2 prochaines années, sera vraiment un élément décisionnaire, et qui pourra, sur pas mal de projets corpo, en tout cas, devenir quasiment presque un standard, en fait. Quasiment devenir un standard, de se dire que tu auras dans l'univers corpo vraiment des chargés de projet qui seront vraiment habitués à ce luxe de pouvoir se connecter à la plateforme Fremayo et d'avoir même à distance les proxys qu'ils ont accès, tu vois, de ce qui est en train d'être filmé. Donc ça, pour moi, par contre, ça fait partie des petites recommandations que je peux placer, de dire ben voilà, si vous choisissez en tout cas une caméra, regardez à ce qu'elle ait en tout cas une connexion sur le cloud, parce que Blackmagic, là aussi, avec toutes ces caméras, elles peuvent être connectées à Blackmagic Cloud, même une Pocket 4K peut être connectée à Blackmagic Cloud, et donc envoyer aussi ces fichiers proxy. Et ça c'est important. C'est pour l'instant de niche. Oui. C'est vraiment. Voilà, il faut voir si on en a besoin. Mais c'est vrai que ça peut être à prendre en compte. Complètement. Et après, t'as aussi tout ce qui va être en termes de codec, où là, en fait, c'est là où il y a une espèce de surenchère perpétuelle, 4K, 120, 10 bits, 422, etc. RAW interne maintenant. On a des trucs, voilà, je te disais tout à l'heure, le Nikon, il fait du RAW en interne. C'est ouf, hein. Ou du RAW, maintenant, tu as quasiment toutes les caméras qui font du ProRes RAW ou du BiRAW en externe, avec des moniteurs. C'est important de savoir si on va en avoir besoin. Alors, moi, je vais te dire, le RAW, depuis que j'ai la RED, c'est devenu, depuis que j'y ai goûté, en fait, voilà. C'est pas imaginable en fait d'utiliser une RED sans le RED code. Déjà. Voilà. Mais du coup, j'ai transposé à mes autres boîtiers. Donc que ce soit, ça a été du Nikon, même le Z6 II proposait ça, ou les Lumix qu'il proposait aussi en externe. C'est vrai que quand j'ai goûté au RAW, j'ai dimensionné en fait ma station de travail en fonction. C'est-à-dire que j'ai un énorme, tu l'as vu, j'ai un énorme RAID de 64 Tera pour stocker tout ça, et c'est surdimensionné. Effectivement, je pourrais faire, enfin, c'est
pas que c'est surdimensionné, c'est que je pourrais faire avec beaucoup moins, avec des fichiers beaucoup plus petits. Mais par confort, je fais avec ça. Donc ça aussi, c'est se dire que si on va aller chercher des très gros codecs qui vont prendre beaucoup de place, qui vont être très 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 détaillés, c'est pour une notion de confort. Faut pas oublier que jusqu'à il y a pas longtemps, le standard c'était la 7.3 qui était en 4.2.0 8 bits avec un log pas incroyable, et que quand tu regardes quand même, tu refais un tour sur YouTube d'il y a 4-5 ans et tu regardes les vidéos cinématiques que tu vois faites avec ce boîtier-là, il y a quand même des grosses dingueries. Donc, ah oui, il y a des gens qui avaient du talent, tout simplement. C'est complètement faisable de travailler avec des boîtiers qui vont pas avoir de la 4K 120 en 4.2.2 10 bits. Oui, tout à fait. C'est juste se dire que ça va être du confort. Moi, je sais que, tu vois, par exemple, le 100 FPS, je l'utilise de moins en moins parce que je vais privilégier du 50. Pour justement une histoire de place. Parce que quand je fais du 50 ou du 100, c'est pour avoir un ralenti. Bon, le ralenti à 100, il est hyper confortable parce que tu sais que tu vas avoir une quantité en termes de temps de rush qui va être importante. Tu vois, typiquement, la 4K 100 FPS, je l'utilise quand je fais du packshot. Pour main levée, par exemple. Voilà, par flemme de setup un slider ou machin, parce qu'à main levée, en fait, t'as un mouvement extrêmement fluide, tout doux, qui ressemble très fortement à un mouvement que tu pourras avoir avec un slider ou un gimbal ou des choses comme ça. Et c'est du confort. Mais si je vais faire un mariage, je vais vouloir des ralentis, oui. À très peu de moments, je vais mettre du 100 FPS. Le 50 ira largement parce que c'est pas des actions qui vont suffisamment vite et j'ai pas ce genre de choses à faire comme du packshot. Donc, se dire que si votre boîtier il fait pas de la 4K 120 en 4.2.2 10 bits, ça va pas changer le monde, quoi. C'est pas grave, mais par contre, d'un autre côté, si on a besoin du 120 images par seconde, pour moi, en tout cas, du 120 images par seconde en Full HD à l'heure actuelle, c'est un peu contraignant, ça, par contre. C'est un peu limite. Ouais, c'est un peu limite. Moi, par exemple, tu vois, je vois que le 120 images par seconde sur le S5 2X, c'est que de la Full HD, je l'utilise jamais, en fait. Et puis en plus, l'autofocus, t'as que l'autofocus. Tu rebascules en fait c'est pour ça, en fait, que quand ils ont sorti le boîtier, ils nous ont parlé d'un autofocus hybride. Et les gens on n'a jamais vraiment compris ce qu'ils voulaient dire. Quoi par autofocus hybride? C'est le fait que, par exemple, quand tu rebascules en 120 FPS, tu rebascules sur un autofocus de contraste. Qui est horrible. Voilà, donc il est horrible. Voilà, donc ça ne suit pas. Mais au-delà de ça, la qualité est pas spécialement au rendez-vous. Et moi, par exemple, c'est pour ça que j'adorais le Fujifilm X-H2S, c'était d'avoir justement cette 4K en 120 FPS avec un petit crop, mais n'empêche qui était présente et qui était vraiment hyper qualitative. Donc c'est vrai que par contre, si on a besoin du 120 images par seconde, si on n'est que sur de la Full HD, c'est un peu limite. Ouais, on le voit même, l'image elle a tendance à être un peu molle. Ouais, tu vois, c'est moyen, quoi. C'est pas ouf. Mais la question à se poser, voilà, c'est est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Et de se dire qu'on pourra toujours quand même faire des trucs assez chouettes en termes de rendu sans. Mais voilà, après, ça nous amène en fait à un point crucial au final, au-delà de tout ça. C'est moi à chaque fois, c'est la question je sais pas, toi on doit te la poser aussi, mais qu'est-ce qu'il faut que j'achète, qu'est-ce que tu me conseilles comme caméra? Des fois t'as des gens qui arrivent comme ça en DM qui pop juste avec cette phrase et ça part pas d'une mauvaise intention. Mais sans contexte et sans prix, c'est impossible à répondre. Et donc du coup, il y a la notion de prix et souvent les gens définissent le prix du boîtier qu'ils veulent acheter avant de définir leurs besoins. Non, après avoir défini leurs besoins, pardon. Et du coup, c'est la première chose à faire, c'est de dire, voilà, combien je veux mettre dedans. C'est ça le truc, c'est combien en fait tu as à disposition sur ton compte en banque pour mettre. Et partant de ça, on va regarder ce qui est possible, parce qu'à un moment donné, tu peux toujours faire mieux. En fait, si tu veux, c'est quoi la meilleure caméra? Disons, la meilleure, je sais pas laquelle ça va être, mais celles qui sont capables de faire le plus de choses sont forcément parmi les plus chères. Si tu veux de la 8K à 60 FPS en RAW, forcément ça va être plus cher que sur un boîtier qui va faire maximum de la 4K 25 FPS, tu vois, en 4.2.2 10 bits. Donc c'est obligatoire que plus une caméra en fait, plus elle est chère. Mais la question à se poser, c'est déjà de quel budget je dispose, et dans ce budget, qu'est-ce qui va me permettre de cocher les cases qu'on a soulignées là-dessus. Donc la première question à se poser,
au final, avant même de regarder les specs ou quoi que ce soit, c'est de regarder son compte en banque et de dire combien j'ai. Tout en prenant en compte qu'un boîtier, c'est une chose. Il faut penser aux optiques, à l'accessorisation. Dans un monde parfait, ce serait de se dire que le budget que je mets dans le boîtier, je dois aussi être capable de le mettre dans la partie optique. Au moins. Tu vois, parce que si on n'est pas capable de ça, et pourtant on est tous passés par là, hein. Moi le premier, hein. C'est-à-dire que j'ai dépensé de l'argent pour une caméra sans être capable de mettre cette équivalence, même ne fût-ce que la moitié de cette équivalence en optique. Ce qui est complètement aberrant au final. On va peut-être faire l'inverse. Ouais, tu vois, mais c'est juste aberrant, surtout que quand tu sais que au final c'est la caméra qui décote alors que l'optique moins. C'est ça. Donc c'est juste aberrant, mais en attendant, voilà, c'est un rite initiatique au final. Hein. On fait tous ce passage-là, et c'est vrai que c'est un réel, c'est une mauvaise façon en tout cas d'opérer. Et tu vois, en discutant ici, plus j'ai réfléchi et plus je me dis que même en 2025, pour moi, le S5 2X, quand j'utilise le S5 2X, qui est un boîtier qui, d'un point de vue rapport qualité-prix, est incroyable, c'est un truc qui a toujours marqué un peu tout le monde. Quand j'utilise un boîtier comme celui-là, je vais jamais être jaloux jamais jaloux, envieux ou quoi que ce soit si je me retrouve face à un gars qui est juste à côté de moi avec une FX3, qui est un gars avec un R5 Mark II à côté de moi. Oui, c'est génial, oui, c'est mieux, etc. Et je fais pas du tout de propagande ou j'essaie pas de vendre. C'est juste que c'est dingue que ce boîtier-là, pour moi, représente quasiment, en fait, simplement à 85%, c'est pas 90%, toutes les checklists de ce qui va faire en fait un bon boîtier. Et quand j'y réfléchis, c'est vraiment ça, quoi. Et tu soulignes un truc aussi, c'est que donc la méthode qu'on vous dit, c'est donc de regarder ces points-là et de cocher en fait. Et même vous pouvez définir d'autres critères au final, parce qu'on en évoque certains, mais vous pouvez et on va en évoquer d'autres. Mais il faut aussi se dire que il y a très peu de chances pour que absolument tous les critères soient cochés. Ouais. C'est un maximum de critères dans un domaine de prix. C'est ça qu'il faut faire. C'est dans une fourchette de prix, se dire c'est quel appareil qui coche le plus de critères, parce que forcément, on a envie de tout avoir. On a envie de tout pouvoir faire. Parce qu'on se dit toujours, mais est-ce que je vais pouvoir, si peut-être que plus tard j'aurai besoin de faire de la 120 fps. Là aujourd'hui j'en ai pas besoin, mais peut-être que on sait jamais, j'en aurai peut-être besoin dans un an ou deux. Oui, peut-être que dans un an ou deux on aura changé de choses, mais on est toujours à temps en fait de changer de matériel, et puis se dire aussi que les caméras qui sont un peu moins chères ont tendance à décoter un peu moins, je trouve. Oui, tout à fait. Il y a une perte de décote qui est un petit peu moindre que sur des choses qui vont être très très chères, qui vont peut-être plus vite baisser. Bon, c'est pas une règle absolue, hein, ça dépend de tout, on trouve de tout sur en occasion, mais de se dire que, comme tu le dis, en fait, le bon boîtier, ça peut être celui qui correspond à 90%, qui coche 90% des critères. Et c'est surtout le fait que, à l'heure actuelle, la majorité des boîtiers qui vont commencer dans des prix de taxes comprises, en tout cas, allez, on va dire à 2200 par exemple, taxes comprises, en fait, tout ce qui est au-dessus, ce n'est à chaque fois que, entre guillemets, du luxe. Et du confort. Du luxe et du confort. Du luxe, du confort et de la sécurité. Parce que tout ce qu'on a de base avec ces boîtiers-là, ce soit chez Canon, que ce soit chez Sony, que ce soit chez Lumix, chez Fujifilm, etc., tous les critères sont là. Ouais. Tous les critères sont là, et c'est surtout le fait que depuis le début, on a parlé donc résolution, on a parlé fréquence d'image, mais par contre, t'as bien vu qu'on n'a pas parlé de taille de capteur, par contre. Non, parce que ça, on s'en fout. On s'en fout. C'est et on peut le dire en connaissance de cause. Komodo Super 35, Fujifilm X-H2S Super 35, la C70 Super 35, les Pocket 4K que j'utilise pour du multicam, je les utilise en l'état sans speed booster, donc du micro 4 tiers. Le GH7, je trouve que c'est que je n'utilise pas mais que j'ai eu en essai et dont j'ai parlé. Très bien. Je trouve que c'est un boîtier qui est incroyable et qui est vraiment sous-coté. La taille de capteur rentre pas en compte. En fait, la taille de capteur, c'est un look. C'est-à-dire que c'est pas forcément une histoire de. Aujourd'hui, enfin, tu l'as bien dit, hein, toutes les caméras au-dessus de, allez, on va dire de 1700, 1800 euros, aujourd'hui permettent de faire des images incroyables. Les caméras récentes permettent de faire des images incroyables. Moi, j'ai eu le G90 Mark II. G9 II, pardon, 90, le G9 II de Lumix, qui je crois coûte dans ces eaux-là 1700, 1600. 1008 peut-être, non? Quelque chose avec comme des offres de promo, tu touches un peu moins. Qui est incroyable. Qui est un S5 2X, mais avec un capteur avec un capteur micro 4 tiers. C'est la même ergonomie. C'est ça. Et du coup, juste, il faut pas avoir besoin d'avoir des
toute faible profondeur de champ, parce que c'est un micro 4 tiers. Et des besoins en basse lumière, voilà. Et des besoins en basse lumière. Mais il est tout à fait valable, tu vois, pour un truc reportage qui fait que de l'extérieur, machin. T'as du log, t'as de la 422 10 bits, t'as de la 120 T'as du backup, t'as du record externe en SSD, t'as tout ce qu'il faut. Mais ça va pas convenir à tout le monde. Non. Mais faut pas se dire que le plein format, c'est obligatoire. En fait, le souci de cette taille de capteur, c'est au final de se sentir frustré de par l'influence des autres. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois forcément que tout le YouTube Game, par exemple, qui est là où tu vas chercher de l'information au final, étant majoritairement en plein format, forcément, tu as du mal, tu vas inconsciemment vouloir t'identifier à eux. Et donc forcément te dire je vais prendre une caméra qui a un capteur plus petit, t'as un peu et c'est humain d'avoir ça, cette notion de te dire je suis marginal ou je suis pas capable de me payer ce qui est au-dessus, alors que non, c'est pas ça, c'est juste un choix esthétique en plus, et de besoin, tu vois, et de besoin. Mais pourquoi aussi tout le monde est sur du full frame, ça rejoint, enfin tout le monde, le YouTube Game comme tu dis, et sur du full frame, ça rejoint la question que je soulevais au départ, le critère que je soulevais au départ, c'est celui des besoins en photo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, moi par exemple, j'aurais 0 besoin en photo, l'APS-C me suffirait amplement pour de la vidéo. Ok, d'accord. Juste pour le coup, je préfère le rendu en plein format, en photo. Moyen format, je vais tester bientôt. Mais en photo, je préfère un rendu plein format qu'un rendu APS-C parce que il y a plus de facilité à avoir un très beau flou d'arrière-plan. Et toujours, c'est vrai qu'on doit le replacer dans le contexte parce que tu vas prendre par contre l'univers animalier. Oui. Ou là, par contre, le fait d'avoir un capteur plus petit, multiplie en fait ta focale. Et donc, c'est vrai que là, moi, les échos que j'ai eus, c'était que quand le Canon R7 est sorti, par exemple, qui était le nouveau capteur APS-C de chez Canon en monture RF, au festival nature ou en tout cas d'animaux de Montier-en-Dière, si je ne dis pas de bêtises, la légende, c'était que ça partait par palette, quoi, le Canon R7. Oui. Donc, c'est vrai que de nouveau, aussi suivant les contextes, mais c'est vrai que peut-être que l'univers du mariage, avec du capteur APS-C, on l'imagine peut-être moins. Un peu moins. En vidéo, sans problème. En vidéo, sans problème, mais parce que du coup, j'ai fait des films de mariage avec la Komodo, donc en Super 35, et qui rendent extrêmement bien. Mais en photo, c'est quand même le plein format est depuis très longtemps en fait un standard parce que t'as une esthétique, au niveau des portraits, etc. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas le faire avec de la PSC. T'as des très belles optiques. Je pense aux optiques Sigma contemporary que tu as pour de la PSC qui sont vraiment pas chères, qui ouvrent à 1.4, qui sont de très très bonne qualité, en plus compactes, vraiment très sympa. Je pense que tu peux faire de très très bonnes choses. Mais généralement, ce qui suit pas dans les boîtiers photo APS-C, c'est que souvent t'as pas de double enregistrement, par exemple. C'est pas pensé pour en termes de robustesse. T'as moins ce sentiment-là. Ça veut pas dire que la photo est pas de qualité, mais en termes d'ergonomie justement, c'est moins courant, on va dire ça. Tu sens que c'est pas fait pour. En fait, d'accord. Alors qu'en vidéo, zéro problème. Tu vois, là-dessus, les séries A6000 de Sony sont incroyable à ce niveau-là. Enfin, vraiment, c'est très bien. Quand tu vois ce qu'ils ont vendu comme Sony FX30, qui s'est vendu comme des petits pains, et puis le prix est hyper intéressant, c'est très très bien. Donc au final, cette taille de capteur, c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué, mais c'est un non-problème, c'est un choix en fait. En fait, le plus compliqué par rapport à cette taille de capteur, c'est plus se réfléchir lors de se lancer dans l'investissement des optiques. Où là, je trouve par contre que c'est hyper compliqué parce que du coup, on se dit toujours que, par exemple, il y a peut-être des personnes qui ont acheté une FX30 en se disant, je prends ça maintenant parce que mon goal life, ça va être une FX3. Je peux pas me le permettre, mais je vais prendre une FX30. Mais donc, pour ces personnes qui l'ont fait dans cette démarche-là, est-ce qu'elles se disent, mais alors du coup, au niveau des optiques, je fais quoi? Je prends dans des optiques pour capteur APS-C ou je prends dans des optiques plein format? Tu vois, c'est ça qui est là, c'est plus le plein format qui serait logique, puisque si c'est quelque chose d'intermédiaire. Là, on touche aussi à autre chose. C'est là ce que tu dis, c'est des fois on achète une caméra par dépit. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Disons que s'il y a un besoin imminent, c'est-à-dire que genre ta caméra elle a cramé, t'as des prestats à faire et t'as pas le budget pour la renouveler. Ça peut arriver. C'est ça. Bah oui, effectivement. Là, tu dis en attendant de me refaire la cerise, je vais acheter un truc un peu en dessous de ce que je voudrais. C'est pas celle-là que je voudrais, mais elle va dépanner. Je vais prendre celle-là. Ça, t'as ce cas-là où t'as pas le choix. Après, quand c'est vraiment se dire c'est celle-là qui me convient vraiment, j'ai pas le budget aujourd'hui. Est-ce que ça vaut pas le coup?
d'attendre un petit peu. Moi, alors après, c'est chacun qui se le voit, mais moi, je suis toujours comme ça quand j'ai eu envie d'un truc qui me faisait vraiment plaisir, plutôt que de prendre, et je te dis ça parce que j'ai fait l'erreur avant, plutôt que de prendre quelque chose d'un peu moins bien, de le revendre après, parce que quand tu vas le revendre, tu vas y perdre. Exactement. Et de devoir racheter après, au final, le truc qui finalement me plaisait, il m'aura coûté plus cher que si j'avais un peu attendu pour me le prendre. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte aussi. J'ai pas envie qu'on termine cet épisode avec des trucs qui, même en tant que viewer et surtout en tant qu'habitude à lire des commentaires, j'ai pas envie qu'on termine cet épisode avec le fait que les gens puissent mettre en commentaire bon, au final vous avez rien recommandé, vous avez tous fait ce que tout le monde fait d'habitude. Ce qui en fait relate de la réalité parce que c'est le cas, c'est compliqué, mais par contre on pourrait peut-être partager des coups de cœur. Au moment où on fait ce podcast, quels sont tes coups de cœur qu'on parle en boîtier hybride ou en caméra? C'est quoi tes coups de cœur? Alors, juste avant de te le dire, je pense que, tu vois, pour le coup, quand bien même il y aurait ce genre de commentaires-là, ben moi je l'assume à 100% parce que je reste persuadé que recommander un modèle et dire ça, c'est pour ça que je parle de coup de cœur. Voilà, ouais. c'est vraiment pas vous rendre service et c'est risquer d'encourager à de la surconsommation. C'est ça. Et c'est vrai que alors moi j'ai un discours, tu vois, qui est assez frileux sur l'achat de matériel, ça se sent parce que moi j'y ai perdu beaucoup de sous. Et c'est l'idée c'est de que les gens fassent pas la même erreur et de se rendre compte qu'en fait c'est pas forcément le plus important. Après, c'est un budget et c'est important pour les gens. Je dis c'est pas le plus important, mais c'est important. Alors au niveau coup de cœur, moi clairement dernièrement il y a eu le Z6 III. Okay. Le Z6 III parce que je trouve qu'il a justement il a cette polyvalence que moi je cherche sur un boîtier et surtout je suis en recherche de minimalisme. Donc tout ce qui est rig, moniteur, enregistrement externe et compagnie, c'est quelque chose que je fuis. Moi je veux avoir juste mon boîtier et quand je filme ou que je fasse des photos, je le fais au viseur. J'utilise très peu l'écran et pas de moniteur. Et donc, si tu veux, je veux avoir quelque chose d'ultra compact et d'ultra polyvalent sans avoir besoin d'y brancher quoi que ce soit. Et léger de préférence. Donc, en fait, mon choix, il s'est porté là-dessus parce qu'en plus, j'avais du RAW interne qui répond à mon choix, on va dire, peut-être overkill, d'utiliser des fichiers RAW parce que c'est pratique. Et je me suis porté sur ce boîtier-là parce qu'il cochait un max de cases, que ce soit en termes de budget, de FPS, de taille de capteur, de tout ce qu'on a dit là, c'était là-dessus. Et alors on utilise d'autres boîtiers, mais c'est plus par confort. On a carrément le Z9, mais le Z9, moi je l'utilise très peu. C'est surtout Marie qui l'utilise pour la photo. T'as plus de regrets ou d'envie de récupérer un équivalent de format cubique de ta Komodo? Non. Parce que, alors, ce qui est incroyable dans Red, c'est le rendu d'image, en fait, en sortie de boîtier. C'est celui d'une caméra. C'est un peu, en fait, tu sais, comme les Fuji en JPEG, ce truc qui sort, en fait, où il y a une espèce de magie, en fait. Difficilement explicable. Voilà. Mais qui est présent. Et ben, sur les Red, c'est ça, en fait. Tu regardes ton moniteur et tu dis, waouh, c'est du cinéma. Tu juste brut comme ça, sans rien, tu regardes juste sur ton moniteur, tu dis c'est incroyable. Et pourtant j'ai rien. Pour la petite histoire, le premier truc que j'ai filmé avec, on était, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu, c'était en plein dans le confinement. Okay. Et je l'ai démarré, je venais de recevoir l'optique, tu vois, donc il faisait quasiment nuit. Il y avait 2-3 lumières dans mon appart et je venais de bouffer une moitié de sandwich. Il restait une moitié de pain de mie dans mon assiette. Tu l'as filmé? J'ai démarré la caméra. Non, j'ai pas décidé de la filmer, j'ai juste démarré la caméra et en face de la caméra, il y avait le pain de mie. Et j'ai fait putain, c'est la plus belle tartine que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. Je te jure, c'est véridique, hein, c'est une vraie histoire. Et donc si tu veux, voilà, il y avait des choses comme ça. Mais le plaisir que j'ai eu à l'utiliser était pas suffisant. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de contraintes en termes de poids, de gestion de la batterie, pas de stabilisation, pas de stabilisation, pas d'autofocus, que en fait j'avais Enfin si t'avais un début. Il y avait un début, ouais. Ouais, mais pas très utilisable. Donc si tu veux, il y avait un plaisir à l'utiliser dans certaines circonstances où j'avais le temps, où j'étais posé, tout ça, et il y avait une souffrance, c'est un bien grand mot, mais une petite souffrance à l'utiliser dans d'autres. Et en fait, c'est ça que je regrette pas, parce qu'au final aujourd'hui, ce que je cherche moi dans une caméra, c'est de pouvoir l'avoir avec moi le plus souvent possible, avec une sangle, et que dès que j'ai un truc à filmer, que dès que je vois la lumière qui est bien et tout ça, si j'ai envie de prendre une photo ou si j'ai envie de faire de la vidéo, ben j'ai tout ce qu'il me faut juste dans ma caméra. J'ai pas 36 000 trucs à transporter.
Voilà, c'est pour ça que là actuellement c'est ce boîtier-là qui répond le plus à mes besoins. Et même s'il y a des choses, donc tu disposes de ton coup de cœur. Voilà, je dispose de mon coup de cœur. Et même s'il y a des choses qui dans cette marque-là qui vont au-delà, Z8, Z9, c'est pas ça que je prends en priorité moi parce que il n'y a pas de besoin. Ok. Voilà. Ok. Et toi, ton coup de cœur? J'en 80. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Voilà. Mais c'est vrai, mais de nouveau, c'est un luxe, hein, de disposer de son coup de cœur. Non, moi j'en ai deux. Le S5 2X qui est vraiment, vraiment, vraiment un coup de cœur. Surtout en fait. Surtout pour moi, ça devrait vraiment quasiment être. Je pèse mes mots quand je dis que pour moi, les autres fabricants devraient dire. On va peut-être essayer de copier quand même ce qu'ils font, ne fût-ce qu'au niveau outils, ne fût-ce qu'au niveau les menus. Enfin, il y a beaucoup de choses où je trouve que j'ai envie de me dire, les marques, vous voyez pas qu'il y a quelqu'un qui là fait quelque chose de bien, vous avez pas envie de faire un peu similaire, tu vois. Donc le S5 2X, au moment où on enregistre ce podcast, même s'il y a aucun moindre début d'information ou de potentiel que Lumix nous fasse un SAH Mark II, je te cache pas que moi je suis vraiment très 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 curieux de voir ce qu'il serait capable de nous faire en fait. Parce que la base ici est tellement bonne et saine avec le S5 2X que s'ils partent de ça pour créer un flagship, oh putain, je serais sur le cul. Il faudra voir parce que en fait, disons que le S5 II, S5 2X, ce qui est incroyable, c'est le rapport qualité-prix. Qui est dingue, Alors, ça avait été d'ailleurs mal interprété, je pense, par certains jaloux quand on avait sorti nos vidéos dessus. On se dit oui, mais en fait, le truc, il fait quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Il y a vraiment pas de nouveauté. Et il blâmait le crop en 60 images par seconde, 4K, ce genre de choses-là. Et le truc, c'était que en fait, oui, d'accord, il faisait des choses qui existaient déjà, plus ou moins. Mais pas à ce prix, pas à ce prix-là. En fait, c'est quand il est sorti le S5 II, moi je l'ai de suite comparé au A7 III, qui était le boîtier abordable avec ce qu'il faut dedans, avec des défauts aussi. Il n'est pas parfait, mais disons que dans cette gamme de prix-là, pour moi, il n'avait pas forcément d'équivalence derrière. Il n'y a pas à 2000 balles. Moi, c'est plus le 5 à ce moment-là, tu vois, le S5 II que je trouve encore plus bluffant. Parce que c'est le prix quoi qui est ouf. Le S5 2X, faut mettre un petit billet en plus, je pense. C'est possible qu'on ait vu passer des promos quasiment à du 1005 ou 1006. Ouais, il y a eu pendant les Black Friday, il y a eu des promos juste dingue. Alors que le S5 2X, dès que en plein tarif, tu peux avoir quand même des choses qui rivalisent avec. Mais le S5 II, impressionnant pour le rapport qualité-prix. Je pense qu'il s'en est vendu énormément justement pour ça. Donc moi, il y a ça, S5 2X, la Canon C80. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, tout le reste, je suis admiratif de ce qui se fait. J'ai conscience, en tout cas, que par exemple une caméra comme un boîtier comme la Sony FX3 est une incroyable machine. Je suis admiratif de voir comment c'est Josh Garrett, enfin c'est Garrett le nom de famille, donc le réalisateur de The Creator, et fait son film avec ça. Je suis admiratif, donc je suis vraiment en admiration de tout ça. Mais pour autant, je vais pas rêver d'une FX3, d'une FX6. Voilà, moi Canon C80 et S5 2X, je suis refait. Ouais, je pense que c'est pas mal pour conclure. Avant de mourir. Avant que tu David décède. Voilà. En tout cas, c'est bon, t'es pas décédé? Tu vas décéder ou pas? Je suis refait. Vous assistez en direct à la mort de David, de Monsieur Caméra. Voilà. Bon, en tout cas, avant qu'il crève, on se dit à très bientôt les amis. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve dans un autre épisode de Split Screen. S'il est pas mort. Voilà. Ciao. Ces trucs, ça s'affiche ici.